Bonjour tout le monde, ici Vincent Fournier et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Cette semaine, on rencontre un homme dédié, un homme attentionné qui consacre sa vie pour le bien-être des autres. Son moteur d'action, partager son expertise afin d'offrir un service de grande qualité par des professionnels hautement qualifiés. Tout ça dans le but ultime de contribuer à la crédibilité et au rayonnement de sa profession. C'est un homme humble, un homme impliqué, un homme avant-gardiste pour qui le toucher est devenu un art. Il est le directeur fondateur du Centre de massothérapie Latitude. Michel Valloinberge, bonjour. Mais bonjour Vincent. Michel, merci infiniment d'être avec nous pour propulser vos affaires. C'est un grand privilège de t'avoir avec nous. Je suis très content et merci beaucoup pour les beaux mots à Ben, mon égard. ça me fait plaisir. On peut peut-être tout de suite mettre la table, Michel, et dire que nous, on se connaît depuis plusieurs années. Ça fait bientôt pratiquement 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc, évidemment, on va faire l'entrevue avec le tutoiement si tu es bien confortable avec ça. 10 ans que j'ai droit à tes bons services. C'est gentil. Merci, Michel. Michel, je disais d'entrée de jeu que tu étais le directeur fondateur du Centre de massothérapie Latitude. Pour nos auditeurs, qu'est-ce que le Centre de massothérapie Latitude? C'est un centre de massothérapie qui a été fondé en 1989, janvier 1989. On va maintenant vers 33 ans. J'aurais jamais cru ça. Quand j'ai commencé, j'étais en massothérapie avant, disons 5-6 ans avant, et avant de fonder le centre Latitude, qui est un centre, qui est une école de massothérapie et un centre de massothérapie aussi. Il y a les deux missions. Donc, si je comprends bien, pour le bien-être, le bénéfice pardon, de tout le monde, il y a une école de massothérapie qui forme des professionnels en massothérapie et il y a également des professionnels massothérapeutes qui offrent des services de massothérapie. C'est bien ça? C'est absolument ça. Excellent. Et là, tu disais bientôt 33 ans. C'est quoi la clé du succès pendant toutes ces années, Michel? S'il y avait une chose à dire, qu'est-ce que serait la clé de ce succès ou de cette longévité-là? Quand je fais mes recherches personnelles, c'est de croire au service que l'on offre. Pour moi, j'ai toujours cru à la massothérapie et mon premier objectif n'était pas de faire de l'argent. D'ailleurs, j'aurais quitté au début. C'était clair et net. Mais c'est une conséquence et je le vois dans tout. Et quand je vois des grands conférenciers qui parlent d'économie et de marketing, l'argent est une conséquence. Si on pense d'abord à l'argent, ben, on va vendre n'importe quoi à n'importe quel prix et de n'importe quelle façon. Donc, ça a toujours été pour moi la conscience professionnelle. Et bien sûr que j'ai eu des résultats de reconnaissance provinciale et internationale grâce à cette compétence des professeurs, des contenus de cours. Vraiment, ça a été toujours mon objectif premier. Donc, la foi en ton projet et la Oui, conscience professionnelle seraient oui. pour toi les deux ingrédients de cette longévité-là. Et Et tout en mettant pas l'argent au cœur de nos priorités. Hein? absolument. Puis, tu sais, au début, je me suis aperçu que la massothérapie était pas tellement forte au Québec. Donc, j'ai dit, tiens, je vais aller me former à l'extérieur. Et ça a été comme un tremplin. J'ai vu d'autres formations, Californie, Japon. Et là, j'ai compris c'était quoi le professionnalisme en massothérapie, c'était quoi l'art du toucher. Parce que c'est vers ça que nous avons toujours été. Nous étions dans un art, et un art, ça prend des années d'apprendre un art. Ce n'est pas une technique que l'on peut apprendre en quelques jours. Justement, justement, prenons juste le temps de repositionner l'historique un peu de Michel Van Weyenberghe, parce que là, on parle de 33 ans du centre de massothérapie. Tu as été toi-même massothérapeute au début. Et pour le bénéfice de nos auditeurs, il faut juste comprendre que ta carrière ne se dirigeait pas là du tout au début. Au contraire,
tu étais professeur de mathématiques et d'économie. Comment on passe d'un prof de mathématiques et d'économie vers finalement un massothérapeute et également un professeur en massothérapie? La réponse est très brève, par besoin personnel. C'est vraiment OK. ça qui a été. Oui, j'étais dans une époque de ma vie, quand 28, 29 ans, où il y avait un mal-être en dedans de moi au niveau d'anxiété, mais je n'arrivais pas à nommer. Et à un moment donné, il y a une de mes amies, il y a toujours comme un moyen d'accès qui se fait dans notre vie, une de mes amies qui me dit, est-ce que ça te tente de venir suivre, j'étais au collège O'Sullivan à ce moment-là, est-ce que ça te tente de venir suivre un cours de polarité? Et j'ai fait comme, c'est quoi ça? Donc, il y a eu un élément de curiosité. Et là, j'ai vu à travers tous les apprentissages que j'ai commencé à faire juste pour moi, j'ai jamais pensé une seule minute que j'y allais pour faire un changement de carrière. Et je crois que ça a été ça la clé de penser que si ça réussissait pour moi, je pouvais le prodiguer à d'autres personnes. Ça a été vraiment comme ça. Et donc, j'ai fait de la massothérapie pendant, j'en fais encore maintenant, mais j'en ai fait pendant 28 ans vraiment à temps plein avec ma clientèle. Et dans les 5, 6 dernières années, j'ai mis la pédale plus douce. Est-ce qu'il y a un moment clé ou une anecdote précise, au-delà du fait que tu as eu le cours de polarité, qui t'a dit, OK, pour moi, vraiment, on est en transition, j'effectue un virage et mon avenir sera consacré aux humains et à la massothérapie. Est-ce qu'il y a un moment précis, un moment clé dans ta tête? Mais il y a deux facteurs. Le premier, c'est que je voyais et je sentais que j'allais vers un mieux-être. Donc ça, c'était clair. Et le deuxième facteur, ça a été une aide de mon employeur il y avait des problèmes au niveau, c'était les années où on parlait de la ligne rouge pour les professeurs. Je ne sais pas si tu te souviens Non. qu'il fallait être au-dessus de la ligne rouge. Et quand tu étais en dessous de la ligne rouge, soit tu n'avais pas de tâche, ou alors on te donnait n'importe quelle tâche. Et c'est Oui. ça qui s'est passé. On m'a donné de l'anglais. J'enseignais l'économie et les mathématiques, et on m'a donné de l'anglais. Je me débrouille en anglais, mais pauvres étudiants, comment ils auraient parlé, avec un accent belge, je ne sais pas. Donc, j'ai fait, je crois que là, j'ai la permission professionnelle, sociale de changer. Et ça m'a donné comme un départ, mais qui n'était pas facile à ce moment-là parce que je quittais quand même un salaire qui était très bon à l'époque et de me retrouver sur l'assurance chômage au début. Mhm. Et l'assurance chômage, je pouvais suivre des cours parce qu'ils étaient les week-ends. Puis après, j'ai même été jusqu'au bien-être social. Donc, c'était, avec le recul, je vois vraiment la passion qui était en arrière. J'étais prêt à vendre, j'ai vendu ma voiture, j'étais prêt à me débarrasser de beaucoup d'objets pour pouvoir suivre mon projet. Quand tu dis ça, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'avoir la foi en soi. Et en même temps, j'ajouterais que l'entrepreneuriat, ben, la preuve, c'est que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les premières années ont été difficiles, tu l'as dit, mais maintenant, tu vois, 33 ans plus tard, on est en train de discuter de cette réussite-là. Donc, je pense que ça peut être très, pour moi, c'est extrêmement inspirant et je suis convaincu que ça sera également pour les auditeurs. Merci. Michel, tu es parti comme massothérapeute, tu as débuté, ça a été difficile au début, mais quand même, tu as fait une autre transition par la suite parce que tu es passé de massothérapeute à créer cette école de massothérapie-là Oui. et ce centre de massothérapie-là. Comment le passage s'est fait? Et j'étais quand même, quand j'étais dans l'autre école que je peux citer, puisqu'elle a fermé et nous, on l'a repris, c'était le centre d'épanouissement psychocorporel à l'époque, qui est devenu le centre psychocorporel. Et j'étais déjà professeur. J'enseignais déjà depuis 1984 des formations professionnelles. Et donc, là, à un moment donné, il y a eu, bon, c'était important, il y avait certaines idéologies qui ne correspondaient pas à ma façon de fonctionner. Donc, je me suis dissocié et c'est comme ça que j'ai ouvert l'attitude. Je me suis aperçu
en ouvrant l'attitude de c'est quoi d'avoir une école. Je comprenais aussi peut-être des anciens entrepreneurs, mais ma philosophie a toujours été claire. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu avoir des personnels qui est resté avec moi 25 ans. Oui, quand il y a 3 personnes qui sont restées, quand j'additionne les nombres d'années qui sont restées avec moi, on monte à 65 ans pour ces 3 personnes-là, c'est énorme. Ouais. Et ça, c'était le respect. J'ai toujours eu du respect pour mon corps professoral, de professeur, de massothérapeute et le personnel de soutien qui soutiennent vraiment une entreprise. Et ça, ce respect-là, je l'avais, je crois, étant donné que j'ai fait tout dans l'entreprise. J'ai fait le secrétariat, j'étais massothérapeute, j'étais professeur, donc je pouvais comprendre les enjeux. Qu'est-ce que c'est d'offrir un massage? Combien je peux en donner par jour sans être fatigué? Est-ce que j'exigerais plus à des massothérapeutes? Et c'est ça qui a fait que je crois que mon équipe s'est sentie supportée et comprise. Justement, tu parles souvent de la philosophie de l'attitude. On le voit sur ton site Internet, lorsqu'on te rencontre, tu parles régulièrement. Et encore une fois, tu viens de parler de cette philosophie-là. Là, tu viens de parler de respect, mais est-ce que tu pourrais nous la décrire? Quelle est cette philosophie-là de l'attitude? Mais la philosophie, c'est d'offrir premièrement des massages qui sont professionnels et qui gardent les essences des massages, parce que la massothérapie est un endroit très touché. C'est pas régi dans la province de Québec, Mhm. alors que dans 6 autres provinces, la massothérapie est un ordre professionnel, dont nos voisins, Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Et donc, on peut faire du n'importe quoi. Et il y a eu du n'importe quoi. Mhm. Et donc, nous avons toujours travaillé avec la Fédération québécoise des massothérapeutes qui a structuré une association comme un ordre professionnel. Donc, et ils sont en plus ISO. Donc, nous devons toujours être inspectés au niveau des contenus et des professeurs tous les ans. Et donc, ça nous demande toujours des standards. Et ça, pour moi, il y en a qui vont peut-être trouver ça lourd, mais moi, j'ai toujours trouvé ça motivant, d'avoir des standards pour que dans notre philosophie, que les étudiants suivent une formation avec rigueur, qui est les professeurs qui ont fait plusieurs fois la formation professionnelle ou bien qui sont des diplômés universitaires pour anatomie, physiologie, pathologie, ils ont une qualité, d'avoir une qualité professionnelle et de comprendre aussi les liens qu'il y a dans la massothérapie date de 5000 ans, 6000 ans, et de comprendre ses racines et les liens qu'il y a entre le corps et le mental. Parce que souvent, le massage est devenu juste musculaire. Et donc, on a oublié en arrière qu'il y avait un individu qui vit des émotions qui est pas bien. Et je parle des athlètes. On a beaucoup d'athlètes qui sont venus à l'attitude justement avec des problématiques physiques, mais on pouvait voir avec eux leur stress pour performer. Et si on jouait avec eux par rapport au stress de performance, bien, ils avaient un très grand rendement à ce moment-là, professionnel, athlétique. C'est ce que tu dis régulièrement de l'importance de prendre soin de soi. Est-ce que c'est un peu ce que tu dis là, c'est que la massothérapie, elle est bénéfique effectivement pour le corps, mais ce que tu sembles dire, c'est qu'elle l'est également pour l'esprit. Est-ce que c'est ça pour toi la définition de prendre soin de soi? Oui, prendre soin de soi, c'est très large. De ce temps-ci, pendant la pandémie, Ouais. on en a entendu parler beaucoup. Et il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé qui m'ont dit ben, j'ai eu du temps pour prendre soin de moi. Et pour ne pas tomber dans du délire, parce que c'est vrai que plus on écoute les nouvelles et tout ça, à un moment donné, on pourrait tomber dans une paranoïa. Ben, en prenant soin de soi, ce qui veut dire qu'on arrive à prendre soin
d'abord de notre individu et des autres. Et ça a été une partie de la philosophie, c'était prenez soin d'abord de vous avant de prodiguer un massage. Ça passe d'abord par nous, puis après ça va vers l'autre. Alors ça, et c'est pas nécessairement dans l'éducation, si on repart dans le passé judéo-chrétien, c'est pas nécessairement dans l'éducation. C'était comme oubliez-vous pour prendre soin des autres. Et ça, à un moment donné, on le voit absolument avec la maladie actuellement, les proches aidants. Les proches aidants, c'est eux qui partent souvent avant de la personne qui est malade parce qu'ils se sont oubliés. Et nous avons eu des programmes, nous avons aidé énormément les proches aidants dans ce que nous avons fait. Je travaille aussi avec une fondation. J'adore aider. Mais je me suis fait aider, c'est ça l'affaire. Hein, parce que souvent, l'aider, celui qui aide beaucoup, l'aidant, il oublie. Je me suis fait aider. Et c'est pour ça que je disais en introduction que tu consacres beaucoup, en fin de compte, ta vie au bien-être des autres. Parce que, bon, on parlait je pense qu'un mot aussi que tu utilises souvent, c'est la globalité. Je pense que c'est ce que tu viens un peu de faire état, la globalité, prendre soin de soi, de son mental, de son corps, dans toute la globalité. Je disais plus tôt, et tu en as parlé également, que pour moi, tu étais devenu quelqu'un pour qui l'art du toucher est important. Comment tu décrirais l'art du toucher, justement? L'art du toucher est complexe, mais si je crois que le meilleur exemple de l'art du toucher, c'est l'art du toucher oriental, en Chine et au Japon, si on part vraiment dans ce qui est ancestral. Et cet art du toucher, c'est tout d'abord d'apprendre à, je dirais, entre guillemets, à être pour l'art du toucher. Et c'est vraiment d'être là, présent. Et donc, ça va avoir des conséquences extraordinaires sur l'écoute, sur le fait d'écouter le client, de savoir quelles sont ses attentes, ses besoins pour pouvoir choisir la forme de massage que la personne a besoin. Même si c'est dans une technique, il y a plusieurs formes de massage. Et dans l'art du toucher, c'est d'avoir des mains qui vont écouter les tensions et de pouvoir avoir une rétroaction à ce moment-là sur une façon de fonctionner. C'est parce que, je dis toujours à mes étudiants, il n'y a personne qui consciemment voudrait être stressé. C'est à notre insu. Donc, si nous n'allons pas chercher une partie de l'inconscient de la personne, de la façon qu'elle s'est stressée, ben, on pourrait recommencer le même job, à chaque fois. Mais si on lui donne des informations de compréhension non verbale, après on peut l'ancrer avec le verbal. Si on lui donne des informations de la façon que la personne respire, que la personne est tendue, elle va comprendre et avoir une autre signification dans sa façon de fonctionner à la verticale. Parce que c'est toujours ça. Moi, j'ai vu des clivages de personnes qui étaient tellement tendues assises devant moi et qui étaient détendues quand elles étaient allongées sur la table de massage. Et j'ai vu l'inverse aussi. Personnes très, très détendues sur la table de massage, beaucoup de réactions, beaucoup de retenue inconsciente. Alors, ça a été, pour moi, l'art du toucher, c'est de pouvoir se mettre dans une situation de compréhension de la façon de fonctionner et d'avoir les techniques adéquates et des réponses adéquates aussi aux besoins spécifiques. Justement, là, on parle de technique. Bon, on comprend que la massothérapie n'est pas juste une technique de massothérapie, c'est beaucoup plus large que ça, mais je sais qu'à l'école de massothérapie Latitude, vous avez quand même une gamme de techniques que vous enseignez. Sans nécessairement rentrer dans le détail, on parle de combien de types de massages, pas de massage, mais de techniques de massothérapie que vous enseignez? On a certainement une quinzaine de techniques
et 6 formations de base, parce que nos programmes varient entre 440 heures de cours jusqu'à 1500 heures. Et bien sûr que quand on deviendra un ordre professionnel, ça va être certainement 1500 heures de cours. D'ailleurs, il y a beaucoup d'associations actuellement qui demandent 1000 heures de cours. Donc, on voit vraiment qu'il y a un mouvement positif qui est en train de se faire et pas du n'importe quoi. Parce que si on prend des autres provinces, les choix, hein, on parle de beaucoup de choix de massage, les choix de massage sont très simples dans les autres provinces. On choisit entre le massage suédois et le massage suédois. Il n'y a pas beaucoup de choix. Et au Québec, on ne va pas tomber dans le panneau de juste un type de massage. Le massage suédois est très bon, mais il y a d'autres massages qui sont aussi excellents à côté. Je sais que, bien évidemment, en 33 ans, l'attitude a quand même eu un certain rayonnement. Je sais qu'il y a eu un rayonnement national, c'est-à-dire dans la province où, entre autres, je crois que tu as enseigné dans l'Est du Québec à Matane, à Sept-Îles, dans le coin de l'Outaouais également. Mais je sais également que l'attitude est aussi devenue une école internationale. Est-ce que tu peux m'expliquer comment le critère international est venu s'accoler à l'attitude massothérapie? Et étant donné que j'ai suivi, je suis allé peut-être une vingtaine de fois en Californie suivre des cours, j'ai été au Japon, j'ai eu des contacts à ce moment-là. Et il y a des personnes qui m'ont vu dans des cours, qui ont entendu parler de moi et qui vivaient en France. Et à un moment donné, il y a une personne qui voulait enseigner faire venir David Palmer en massage sur chaise. Et David Palmer, qui est notre professeur de massage à main à l'attitude dans les années 86, 88. Et avant que l'attitude ouvre, je l'avais rencontré, c'est pour ça que j'ai dit avant 89. Ouais. Et après, il nous a aidés à fonder l'attitude dans le massage AMMA. Et donc, cette personne-là a eu ce contact par moi, donc je suis allé enseigner et j'ai mis le premier cours de massage sur chaise en France en 1992. Et après, ça a déboulé. Donc, j'ai enseigné des formations professionnelles en AMMA, donc sur table. Et il y a quelqu'un qui a entendu parler de moi du Mexique, à Guadalajara, on m'a appelé. Puis après, ça a été Mexico, deux formations professionnelles et 3 formations professionnelles à Cancun. Donc, c'était comme... J'étais tout le temps dans les avions pour... j'enseignais, j'étais vraiment une vie jet set. Puis j'ai dû arrêter à un moment donné, c'était comme trop demandant. Et justement, parce que bon, on parle là, puis on voit que le parcours est diversifié, le parcours est riche pendant toutes ces années-là. Si on regarde ton parcours, est-ce qu'il y a une chose que tu changerais dans le parcours que tu as fait pour devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? D'être moins au début dans une entreprise, je dirais, familiale. Dans le sens que familiale, bon, il n'y a pas de structure plus conviviale et tout ça. Donc, je ne me suis pas fait aider au début. Au niveau professionnel, d'avoir des objectifs clairs à court terme, moyen terme, long terme, non. C'était plus instinctif, mon fonctionnement. Ça, je changerais. Mais quand j'ai compris parce que pour moi, la relation d'aide est importante. Mm-hmm. Je suis massothérapeute, mais j'ai reçu au-delà de 2000 massages. Donc, ce qui veut dire que je crois à ce service. J'ai vu que j'avais certains problèmes à travailler. Je suis allé en relation d'aide, en psychosynthèse. J'ai fait du travail sur moi. Et là, quand j'ai vu que ça aidait, je me suis dit, mais mon entreprise, elle a besoin de ce travail. Mm-hmm. De la même façon. Quand j'ai compris ça, mais ça a pris environ 10 ans pour que je comprenne qu'une entreprise a besoin d'aide. Et quand tu dis d'aide, est-ce que tu signifies tout simplement d'avoir la capacité de t'entourer de professionnels, d'experts, de gens ou qu'est-ce que tu spécifies au niveau de l'aide qu'une entreprise a besoin? Mais de conseillers comme toi,
Mhm. Ça, c'est certain. J'en ai eu différents. Hein, Mhm. même pendant que j'étais avec toi, je t'ai demandé qu'est-ce que tu penses de telle personne. Et finalement, j'avais des visions différentes, des visions différentes. Et ça m'a aidé parce que euh, on a des endroits rétrécis, je trouve, en tant qu'entrepreneur par moment. Tu sais, des croyances qui sont super bonnes, mais qu'à un moment donné, tu te dis, mais non, mais là, je suis en train de tourner en rond, je radote. Donc, ça, C'est souvent ce que je dis, puis c'est un point super important. Je dis souvent qu'en tant qu'entrepreneur, on est souvent multi-instrumentiste et on doit rapidement se positionner dans un statut de chef d'orchestre. Et même si on est capable de jouer certains instruments, il y en a certains dans lesquels on n'est peut-être pas nécessairement le meilleur ou encore dans certains dans lesquels ben, on n'a peut-être pas le goût de jouer de cet instrument-là. Et c'est là qu'il faut prendre le temps de s'entourer, que ce soit d'employés compétents pour venir nous compléter ou encore une fois peut-être de certains fournisseurs, conseillers, coachs qui viennent nous aider effectivement à mettre davantage, ce que je dis toujours, de mettre plus de vent dans nos voiles pour nous permettre d'avancer. tu Michel, résumes absolument tout ce que j'avais dans ma tête, mais que je ne disais pas de la même façon. Non, mais c'est vrai, c'est oui, ça qui s'est passé. Puis tes services nous ont grandement aidés, on les a encore. C'est ça qui est fantastique. Donc, nos rencontres bimensuelles sont extraordinaires. Je vois le mouvement et les rencontres stimulent mon équipe. Mes adjoints sont très stimulés, ont hâte d'avoir la rencontre avec toi. Donc, ça, c'est bon. C'est bon pour l'équipe de sentir qu'il y a de l'aide. Il y a du support. Hein. Quand on dit de l'aide, on dirait qu'on est toujours comme en problématique. Mais non, 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 non. De l'aide, c'est pour aller. On est très bien, mais on veut encore être mieux. C'est comme ça que je le vois. c'est la capacité d'avoir des fois un regard neuf ou un regard Absolument. plus objectif par rapport à notre entreprise. Mais merci de tes bons mots. Ce n'était pas l'objectif de mon intervention, mais je Non, mais les accueille. Merci, merci infiniment. Michel, j'ai envie de parler à l'entrepreneur maintenant. Oui, on a parlé de l'entrepreneur, du parcours de ton entreprise, mais si on prend encore une fois un léger recul, puis on a un regard plus direct par rapport à l'entrepreneur que tu es, et j'aurais envie de te poser la question, le domaine des affaires tel qu'il est aujourd'hui, ça fait 33 ans que tu es là, même si tu es dans un domaine de massothérapie, tu es quand même dans le domaine des affaires. Quel regard poses-tu sur le domaine des affaires d'aujourd'hui? ouf, c'est plus du tout comme avant. Tu sais, finalement, quand je vois mon business, c'est sur 5 décennies. Hein. Oui. C'est énorme. Ça me fait, je me sens vieux quand je dis ça. Et donc, ce que je vois, c'est que pour approcher la clientèle, c'est plus la même chose. Et j'ai compris que tu sais, laisser nos clients nous acheter. Je l'ai compris parce que on avait la vieille école, c'était des pitches de vente. Oui. Ouais. Puis on n'est vraiment plus là-dedans. Et donc, bien sûr que j'ai besoin d'avoir une équipe jeune hein, que tu connais, Mhm. qui connaissent les réseaux sociaux. Mhm. Moi, je les connais. Je suis pas sur Facebook hein, parce que je ne veux pas être désobligeant et de commencer à faire une sélection de quels amis je vais faire par rapport à mes étudiants qui vont demander d'être amis avec moi et je ne veux pas commencer à en accepter et à en refuser d'autres. Et si j'accepte tout le monde, ça a plus d'allure. Donc, je ne suis pas du tout sur Facebook et c'est pas parce que je suis un dinosaure. Je tiens à souligner. C'est juste pas. Mais je vois le processus de tous les médias sociaux qui, qui accélèrent le processus, qui font aussi que c'est moins cher au niveau de publicité, parce que moi, j'ai été dans les médias papier, les journaux, un journal Le Soleil, le journal de Québec. J'ai été avec Voir pendant des années, donc j'étais papier, mais j'ai été aussi radio, j'ai été télévision, et c'est vraiment des grands coups, Oui. des gros coups.
Et maintenant, je vois qu'on peut vraiment faire une publicité à moindre coût et qu'on va chercher une clientèle beaucoup plus ciblée qu'avant. C'est ça que je vois dans le processus de marketing actuel dans les années 2020. Et c'est souvent ce que je dis. Je pense que l'espace médiatique s'est transformé, les communications se sont beaucoup transformées. L'arrivée des médias sociaux est venue, et d'Internet est venue complètement modifier notre façon d'interagir entre clients et entreprises. Ça, je le dis fréquemment. Mais tu as raison, je pense qu'il y a une adaptation à faire. Le marché s'est peut-être plus spécialisé dans certains égards. Ça ne veut pas dire que la radio, la télévision, les médias imprimés n'ont pas leur place. Non, Au contraire, ils ont toujours leur place. Il suffit juste de trouver un bon équilibre et, comme tu l'as dit, de prendre le temps de savoir où est notre clientèle. Ça me fait toujours sourire quand j'entends ceci, parce que je dis souvent, si vous vous adressez à monsieur et madame tout le monde, bien, malheureusement, vous ne parlez à personne. Donc, il suffit juste de trouver cet équilibre-là. Michel, on parle. Tu nous as déjà donné beaucoup de points. On parlait de croire en soi, de croire en son projet. Pour toi, c'était un point de savoir s'entourer. Est-ce que tu aurais deux autres conseils à des jeunes entrepreneurs qui souhaitent cette longévité-là que tu as, ce succès-là que tu as? Est-ce qu'il y aurait deux conseils que tu pourrais partager avec nous pour le bénéfice de nos auditeurs? disons que ça va être le résumé de ce que j'ai dit, c'est de croire euh, au service que l'on donne, de savoir que notre service est excellent. C'est quelque chose, quand on se dit, tiens, j'ai un service qui est excellent, c'est pas évident quand on commence, on va trouver qu'on est prétentieux de dire qu'on a un service excellent. Mais si on dit qu'on a un service excellent, mais qu'il ne l'est pas, ça va pas non plus. C'est d'arriver à avoir un service qui est bon. Hein, on va aller peut-être pas dans l'excellence au début, mais de vouloir atteindre l'excellence qu'on n'aura jamais. Hein, c'est toujours, il n'y a pas de perfection. C'est que ça va être mieux aujourd'hui et un peu mieux demain, mais de voir toujours cette amélioration. Et écoute, après, je vois que mes massages s'améliorent encore. Et alors que je suis professeur, puis que j'enseigne depuis des années, que j'ai pris 5500 heures de cours au moins, je vois toujours cette amélioration-là. Donc, c'est jamais fini. Ça, c'est positif, même si c'est le ça... premier point pour toi. C'est-à-dire, si tu permettrais, je mettrais en Oui, route. Premier point, c'est s'assurer d'offrir un bon service à oui, la clientèle, parce qu'effectivement, c'est un point qui est très important. Et même, je lisais récemment des statistiques qui disaient que c'était aujourd'hui, l'expérience client devient le facteur de décision de plusieurs consommateurs. Donc, d'offrir un service. Mais j'ajouterais également de continuellement s'améliorer. Mon oui. mentor disait souvent de demeurer un éternel étudiant, c'est-à-dire de toujours travailler à développer l'humain derrière la business, mais de développer également nos compétences en affaires. Donc, ça serait probablement le deuxième point. Tu es en accord avec moi? Absolument. Et un petit dernier, lequel tu nous Un, donnerais en bonus? un dernier en bonus, écoute, je suis à court d'idées, mais je pourrais peut-être essayer de trouver vite quelque chose. C'est que euh, l'équipe, hein, l'équipe en dessous, je reviens encore à cette équipe tout seul, j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait, et de s'entourer d'une équipe avec le mot respect. Hein. Le mot respect est important pour moi, le respect des professeurs, des étudiants, des massothérapeutes, de l'équipe. Ça, c'est très important pour moi, et de pouvoir répondre à la critique. Parce que des fois, il y a des étudiants qui n'ont pas aimé tel professeur, et moi, j'aime rencontrer le professeur, regarder c'est quoi qui s'est passé par rapport à l'inconfort qu'il y a eu, et tout le monde va s'améliorer. J'ai déjà eu des professeurs qui ne voulaient pas s'améliorer, mais ils ne sont pas restés avec moi, parce que je ne peux pas travailler dans ce genre d'attitude-là. Si nous faisons une erreur, c'est de la reconnaître et de pouvoir passer à mieux. Ça a été mon objectif. J'ai été aussi à bonne école, hein, parce que j'ai oublié de dire, mais je suis le coach pour le spa Sibéria depuis 16 ans.
Et quand il y avait des plaintes de clients, j'étais tout le temps à l'écoute aussi bien du client que du massothérapeute ou de la massothérapeute. Et ça, c'était tellement positif pour moi. Je voyais le manque qu'il y avait peut-être dans les formations professionnelles. Je peaufinais certains cours par rapport à ce que j'avais entendu du client. Donc, ça veut dire que d'écouter, l'écoute. Voilà, respect et écoute. Moi, j'ai entendu plein de choses extraordinaires, mais je vais essayer de les résumer parce que finalement, tu disais que j'étais un peu à court d'idées, mais tu nous as ramené quand même plusieurs points importants. Je vais les résumer pour qu'on puisse s'assurer que nos auditeurs les comprennent très bien. On avait dit d'entrée de jeu que d'offrir un très, très bon service, ça, c'est un point important. Deuxièmement, comme je disais, de toujours faire en sorte que l'on s'améliore, c'est-à-dire de devenir, comme je mentionnais, un éternel étudiant. Donc, de toujours travailler à développer nos compétences tant personnelles que professionnelles. Tu as dit également, et je le joindrai à celui-là, bien, pour se faire prendre le temps d'être ouvert à la critique, parce que souvent, cette critique-là nous donne des pistes de solutions pour s'améliorer, comme on vient de le mentionner là. Ça, c'est un point très important. De savoir s'entourer, qui était le quatrième, savoir prendre le temps de s'entourer d'une bonne équipe de partenaires, de fournisseurs qui partagent les mêmes valeurs que nous, donc entre autres une grande valeur de respect, et finalement se mettre à l'écoute, parce que c'est vrai que lorsqu'on est un entrepreneur, c'est vrai, on est porté peut-être à diriger, on a un côté leader, mais une des grandes qualités effectivement d'un leader, c'est d'avoir la capacité d'entendre et de comprendre ce que l'autre dit, donc évidemment d'avoir de l'écoute. Donc finalement, Michel, c'est 5 conseils magiques que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci infiniment. Michel, un plaisir pour moi. Ben, c'est un grand plaisir. Si les gens veulent rejoindre Attitude Massothérapie, que ce soit, parce qu'on a beaucoup parlé évidemment de l'école pour la formation, mais il faut comprendre effectivement que, comme on le mentionnait en début d'entrevue, vous avez des services de massothérapie offerts par des professionnels massothérapeutes. Donc, si on veut vous rejoindre, quelle est la meilleure façon de faire? Donc, vous pouvez aller sur notre site Attitude Massothérapie ou nous téléphoner au 418-522-0106. Donc, le site internet attitudemassothérapie.ca.com. Oui, Donc, on peut aller voir. Oui. Évidemment, pour les gens, vous avez compris que si vous voulez des services de massothérapie, Attitude Massothérapie en Pignon-sur-Rue dans la magnifique région de Québec, mais également au niveau de la formation, si ça peut vous intéresser, ben, vous avez toutes les informations sur le site internet. Michel, un immense merci de ton temps, un immense merci de ta générosité. Et puis, ben, pour vous à la maison qui nous entendez ou qui nous voyez, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent. C'était Vincent Fournier, votre optimisateur de performance, qui vous dit ciao et à une prochaine pour propulser vos affaires.